Bonjour et bienvenue chez Tipeee Talks. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux liés à la création d'entreprises et nous allons aussi parler d'innovation. Dans cet épisode, ça va aller vite avec Anna Bory, fondatrice de Mylo, la start-up qui veut révolutionner notre mobilité. Avec elle aujourd'hui, on a David Nard, directeur de Genilem, sans qui le développement de cette start-up n'aurait peut-être pas été le même. Anna, bienvenue. Merci, bienvenue. Bonjour David. Bonjour. Anna, après un parcours de 15 années dans le monde corporate, à l'international, tu as un beau jour décidé de lancer ta start-up, de revenir en Suisse aussi. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qui a motivé ce changement ? Oui, alors ne jamais dire jamais déjà, parce que je suis partie assez vite. À 20 ans, j'ai quitté la Suisse. Et puis j'ai habité un peu partout aux États-Unis, 10 ans en Asie, en Chine et Singapour. Et au fait, donc quand je dis ne jamais dire jamais, c'est que j'avais dit « Ah, pourquoi est-ce que je rentrerai en Suisse? Il n'y a rien à faire ici, etc. » Donc, c'est pas vrai. Mais c'est surtout, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des superbes opportunités. Et je suis arrivée à un stade de ma carrière où j'étais assez haut placée. Et j'ai un peu fait ma crise de la quarantaine avant mes 40 ans, où je me suis dit « Mais au fait, la vie, elle est super longue. » Et là où je vais, en fait, ça ne me correspondait plus du tout. J'étais déconnectée, je suis très mauvaise en politique, j'aime être sur le terrain, sentir les choses. Et là, je me déconnectais de plus en plus de ça. Et c'est vrai que ça a toujours été quelque chose, un souhait, pour être honnête, de lancer ma boîte. Mais au fait, on se dit toujours on aimerait le faire, mais on ne sait jamais comment le faire. Et là, c'est l'opportunité qui est arrivée. C'est Daniel, l'autre cofondateur, en fait, qui m'a vraiment forcé à le faire, qui m'a dit « Ok, moi, je ne le fais pas sans toi si tu ne le fais pas. » Et donc, j'ai fini par dire oui, et c'est grâce à ça que j'ai sauté. David, tu es donc directeur chez Genilem. Tu as d'abord été plutôt du côté de l'entrepreneuriat, ensuite tu es devenu coach chez Genilem, et puis ça fait plus de 7 ans que tu as pris la direction. Donc, l'innovation, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu as dans le sang. Tu as écrit sur ton profil LinkedIn « Avocat de l'innovation silencieuse ». Qu'est-ce que tu veux dire par là? Éclaire-nous. Chez Genilem, on accompagne des entrepreneuses et des entrepreneurs qui sont dans l'innovation. Or, la plupart du temps, quand on entend l'innovation, on entend l'innovation technologique. Et pour nous, chez Genilem, depuis 30 ans que l'on existe, on cherche vraiment à promouvoir aussi les autres types d'innovation. L'innovation technologique est très soutenue en Suisse, c'est bien, il en faut, mais il y a toutes les autres innovations, l'innovation de business model, de communication, l'innovation sociale, sociétale, etc. Et nous, chez Genilem, on est aussi là pour mettre en lumière ces innovations dont beaucoup moins de gens parlent. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'innovation silencieuse. D'accord, moins visible, mais qui a peut-être toujours d'impact. Qui est à l'origine des PME de la région, pas forcément des licornes ou des scale-up, mais nous, notre objectif, c'est d'aider à créer des PME viables sur le long terme. Très bien. Et si je peux rajouter, je pense que c'est un vrai besoin, parce que nous, quand on a commencé, on qualifiait pour rien, parce qu'on n'était pas de la pharma, on n'était pas de la tech, etc. Et au fait, on se rend compte qu'on est très peu accompagné quand on n'est pas dans certaines cases. Hors cadre, ouais. Et c'est vrai que pour nous, c'est pour ça que Genilem a été essentiel. Mais c'est important de le dire parce que la Suisse ne soutient pas toujours l'entrepreneuriat. D'accord. Donc petit message, Genilem est là. Oui, non, mais c'est vrai. C'est un des messages du podcast d'aujourd'hui. Très bien. Du coup, parlons un petit peu des premiers pas. Donc, Mylo, maintenant, c'est quelques années d'existence. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus. Les premiers pas, le début de la start-up, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Comment on commence? Les premiers pas. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. On est juste motivé par une problématique. Pour nous, c'était vraiment, les deux, on avait habité en Asie très longtemps. Daniel part aux États-Unis, moi je rentre en Suisse. Et là, on se rend compte, c'est juste dément. Les problèmes de trafic qu'il y a, de manière des fois un peu non justifiée.
et les solutions de mobilité qui étaient proposées, pour les prix qui étaient proposés. Et nous, avec notre expérience, en fait, un peu à travers le monde et surtout asiatique, où là-bas tout le monde se déplace en 2 roues de manière quotidienne et c'est pas du tout mal vu d'être à vélo, on a été un peu interpellés. Et on s'est dit, et c'était à l'époque où, il faut remettre dans le contexte, c'était genre 2018, et c'est à l'époque où il y avait toute cette vague de mobilité partagée qui commençait, les Lime, les Bird, et c'était le grand truc, la mobilité partagée va révolutionner le monde. De notre point de vue, ça faisait déjà 10 ans que ça existait en Asie, c'est un cycle, hein, ça va en faillite, ça revient, etc. Donc on était là, mais ça c'est des fois l'arrogance de l'Ouest, je le dis, qui pensent savoir mieux et qui jugent très vite l'Asie au lieu d'en apprendre. Et on regarde tout ça, ça lève des millions, etc. En plus, Daniel était à Los Angeles à ce moment-là, donc près de Santa Monica, qui est là où il y avait Lime et Bird. Donc, et à l'époque, on était tous des petits entrepreneurs de rien du tout, donc on les avait rencontrés, on prenait un café, tu vois. Avec Lime, ok, d'accord. Parce qu'à l'époque, c'était rien. Ouais. Tu vois, c'était j'ai vu une idée, un concept, je vais lever des fonds, et puis tout d'un coup, ça s'est emballé. Et puis on regardait ça avec Daniel, on disait mais au fait, est-ce qu'on pense vraiment que le monde va être dans la mobilité partagée de petite distance? Et posséder sa mobilité de longue distance, on ne pense pas que ça va être l'inverse, qu'il faut au contraire être beaucoup plus agile en petite distance. Tu prends ton vélo, tu vas, tac, 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 puis tu n'as peut-être pas besoin d'une voiture, tu peux peut-être louer ta voiture. Et en fait, pour moi, ils renforçaient, ce qui est normal, parce que c'était beaucoup plus rapide pour eux, parce qu'ils n'ont pas besoin de changer les habitudes, ils renforçaient des habitudes existantes, et tout le monde est allé là-dedans. Et nous, on s'est dit, ok, on veut quand même avoir notre mot à dire, parce qu'on a un certain vécu qui nous faisait analyser la situation un peu différemment. Et on a été, donc au début on avait cette idée, après on a été à beaucoup de conférences, on a parlé à beaucoup de monde, et c'est là où on s'est dit, au fait, on pense que le vélo a quelque chose, vraiment avoir une grande influence à jouer, simplement pas comme un vélo traditionnel où on a mis une batterie et un moteur, qui était ce que faisait l'industrie au moment du vélo électrique, sachant que le vélo électrique c'était à la base un vélo de loisir. Et c'est pour ça qu'il y avait cette l'image péjorative en disant « Ah, t'es paresseux », parce que c'est vrai, c'était ceux qui accompagnaient les sportifs et qui étaient à aider. Au lieu de se dire « Mais au fait, non, on peut vraiment transformer le vélo de loisir en mode de transport ». Et ça a été notre approche. Et je mets mes courses dedans et tout ça. Et je mets mes courses, et du coup, on a dit « Qu'est-ce qu'il faut ? T'es avec une voiture, au milieu des voitures, il faut que tu sois hyper visible, il faut des clignotants, il y a des rails de tram, donc les roues fines, ça va si tu pédales. Mais là, il y a plein de gens qui n'aiment pas, disons les choses comme ça, il y a plein de gens qui n'aiment pas suer pour aller au travail. Des vélos électriques, ça t'aide aussi, et il n'y a rien de mal de faire moins d'exercice qu'un vélo normal. Donc on a vraiment pris cet angle, qui est un peu challengé. On s'est fait énormément critiquer au début. Mais donc pour te répondre à ta question, on a assez vite fait un prototype. Au début, on voulait mettre un frigo, des haut-parleurs. On s'est dit, ça va faire my party friend. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas d'avenir là comme ça. Mais l'anecdote, c'est le premier prototype. On marche dans la vieille ville avec. Et là, il y a quelqu'un qui nous arrête, c'était notre premier client. Il nous arrête dans la rue, il fait « Ah, ce vélo, il est dingue, où est-ce que je peux l'acheter ?» Et puis en fait, on a dit « Là, maintenant. » Là, voilà. Et en fait, c'est ça qui a lancé le truc. On a dit « Ok, là, je pense qu'on a notre prototype. » Puis après, il y a tout le processus de production, lancement, etc. Ouais. Donc c'est vraiment la problématique qui vous a amené au prototype, au premier prototype, qui a bien changé au fil des années. Sûr. Ça marche. David, le début de l'entreprise, toi, qu'est-ce que tu donnerais un peu comme conseil pour pas se planter tout de suite? Ouais, alors comme conseil, bien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs, ils résolvent un problème qu'ils ont souvent détecté mieux que les autres. Et puis ils y apportent, et puis Anna vient de très bien expliquer, ils apportent une autre façon de voir, et ils challengent le statu quo, mais avec une façon différente des autres. C'est ça la base de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de résoudre un problème qu'on a détecté dans le marché avec une solution qui est différente et qui est innovante, même si elle n'est pas technologique. Et du coup, le conseil qu'on peut donner, c'est écouter son marché. C'est le plus important. C'est d'écouter ses clients, d'écouter le marché, de valider qu'il y a bien non seulement un besoin, mais que les gens sont prêts à payer pour ce besoin. Ils ont un problème et il faut le résoudre. S'ils n'ont pas de problème, votre produit ne marchera pas. Et puis c'est un des risques aussi quand on est entrepreneur, c'est de tomber amoureux de son idée plus que de la solution. Et puis au final de vouloir pousser l'idée qu'on a parce qu'on la trouve géniale, parce qu'il y a plein d'idées géniales, et ça ne accroche pas parce que le marché n'est pas prêt ou parce qu'on n'a pas su l'écouter. Donc c'est vraiment le premier conseil, c'est
d'écouter son marché, d'écouter le besoin de ses futurs clients. D'accord. Et pas trop s'accrocher peut-être à sa première idée. J'imagine que le prototype, il a changé un peu par rapport à ça. Oui, mais d'ailleurs, il y a une phrase, je ne sais plus qui l'a dit, mais pour nous, on se rappelle toujours de ça avec Daniel et on se la répète, c'est si tu lances, tout le monde a honte de son premier produit. Dans le sens où ça ne sert à rien de développer un produit pendant des années en espérant que ça va marcher. Nous, quand on a lancé le premier prototype, honnêtement, je pense qu'on a fait tout faux sur beaucoup de choses. Mais ce qui était intéressant, c'est que les gens, ils nous disaient « mais j'aime à quoi vous répondez, ce serait possible de l'avoir avec ça, ce serait possible de l'avoir avec ça ». Et puis après, on s'est dit « ok, pourquoi est-ce qu'on entend, enfin, on n'a pas d'ego, on est là pour servir une cause quelque part ». Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire évoluer notre produit, mais heureusement qu'on avait cette flexibilité et qu'on n'était pas trop engagé. Parce que si tu mets tous tes œufs dans un pari, et que tu ne peux pas après changer, ça c'est chaud, quoi. C'est le fondateur sauf erreur de LinkedIn qui disait si tu n'as pas honte du premier produit que tu mets sur le marché, c'est que tu l'as lancé trop tard. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment fort parce qu'en Suisse, on est un pays d'ingénieurs et on a ce syndrome de vouloir sortir un produit qui est parfait. Et non, il faut un produit qui répond déjà à un premier besoin, puis on l'améliorera au fur et à mesure. D'accord, oui. Et bien, j'imagine que moi je pense, voilà, nous on est dans le software, donc on peut lancer des choses et puis réparer derrière, c'est du code. Alors c'est pas moi qui code, donc j'imagine que c'est pas si simple. Mais là on parle quand même de quelque chose de physique avec une ligne de production, donc j'imagine que c'est peut-être ça aussi, c'est un certain enjeu. Voilà, changer les choses, c'est peut-être plus compliqué dans un cas comme Milo que si on est consultant ou… Oui, alors ce qui est compliqué, je pense, c'est de le faire avec la dimension suisse, pour être très honnête. Parce que donc, les 15 dernières années, et l'un et l'autre, et Daniel et moi, on était à l'étranger, où il y a quand même des cultures qui sont friandes de l'innovation et qui comprennent que l'innovation est améliorée avec le temps. Typiquement en Asie, aux États-Unis, on est tout le temps en train de dire « Ah, ça vient de sortir, c'est trop bien ». Bon, c'était pas hyper bien, mais c'était l'idée, j'adorais et tout. Alors qu'en Suisse, c'est ce que tu disais, il faut que tout soit absolument parfait. Et donc, le client a ça aussi, du coup. Ah ouais. Okay. Mais d'ailleurs, quand on m'a dit, quand je suis rentrée en Suisse, on m'a dit mais tu sais, il faut que tu achètes ce fer à repasser, il coûte 1000 francs, mais tu vas le garder pendant 10 ans. J'étais là, non mais moi je dépense 50 francs pour un fer à repasser, tu vois, et puis je les change toutes les années. Mais moi je venais d'une autre background, et puis maintenant la mentalité suisse c'était comme ça. Donc tout ça pour répondre à ta question, c'est une danse constante pour nous de à quel point tu peux pousser l'innovation tout en gardant la qualité. Parce que sinon, il y en a beaucoup qui se sont fait démolir. Et puis en Suisse, dans les produits comme nous, tu as 2 ans de garantie. Donc si le client n'est pas content, tu coules ta boîte. Donc ça peut te coûter très cher. Ouais. Okay. Alors on a parlé un peu des débuts. Au début, il y a une grande question qui arrive assez rapidement, c'est le financement de tout ça. Donc tu as lâché ton job assez vite. Enfin, comment ça s'est fait? Puis bon, après, financement, en plus, j'imagine qu'il faut financer les prototypes, etc. Donc, comment ça s'est fait tout ça? Quels conseils tu peux donner? Qu'est-ce que tu as fait faux? Tout. Le financement, je pense que c'est une des choses les plus difficiles. J'ai tellement d'admiration aussi pour tous les collègues entrepreneurs parce qu'en fait, alors nous, on s'est lancé, on a de la chance, les deux, on avait un job avant. Donc, on avait fait nos économies, qui étaient assez suffisantes, disons, pour qu'on lance le prototype et qu'on ouvre notre premier magasin. Puis ensuite, la première année, bon, on était aussi pile au bon moment, parce que du coup, on a ouvert à peu près pendant le Covid, donc ça a démarré, etc. Et puis, tout le monde parlait de ça, il y avait des investissements, et du coup, on se faisait un peu approcher en disant « Non, mais allez, il faut répliquer le truc, là, ça marche, donc on investit chez vous, puis vous ouvrez des magasins, etc. » Et honnêtement, je pense que pour nous, c'est arrivé presque trop vite, pour être honnête. Je pense qu'il y a une telle pression. Encore aujourd'hui, on me dit « Ah, vous êtes qu'en Suisse ?» Je suis là « Oui, mais vous savez, c'est déjà hyper dur !» C'est bien d'être en Suisse. Non, mais dans le sens, tu sais, c'est « Ah, vous êtes encore une toute petite boîte. » Ouais, mais en fait, c'est tellement dur de survivre et d'être une boîte qui grandit sainement. Donc, le financement, c'est sûr que tu en as besoin. En fait, tu en as besoin assez vite. Soit parce que les gens voient l'opportunité et puis ils ont envie de te faire grandir. Soit, en fait, tu as juste mal géré ton cash flow, ce qui arrive la moitié des fois aussi. Et du coup, tu as la merde. Pour continuer l'aventure, il me faut du financement. Ouais. Donc vous, ça arrivé dans la première année? Nous, la première fois, oui, voilà, exactement. Donc assez vite,
on a commencé, du coup, quelqu'un a dit « Ah, mais ok, pourquoi pas, j'investirais. » Donc, mais j'investis si vous trouvez aussi 2-3 autres investisseurs. Ça, c'est assez typique aussi. Et donc, on a commencé à se lancer. Pour être très honnête, c'est horrible parce que tu vends ton projet à des gens, et c'est au début, c'est soit des angel investors qui vont au feeling, en fait, ils ne connaissent pas vraiment ton industrie, ils vont plus au coup de cœur, et puis souvent, c'est des social currency, donc tu sais, ils disent « Ah oui, moi, ils vont dans les dîners, moi j'ai investi dans telle start-up, etc. » Donc en fait, tu dois leur donner plein de fêtes super crunchy, so they look good. Non mais c'est un peu, j'ai beaucoup de respect, je ne sais pas que ce soit mal interprété, mais dans le sens où c'est vraiment personnel. Donc, on va dans le premier meeting, la personne nous dit « Ouais, c'est génial, mais en fait, si vous aviez des vélos verts, j'aurais pris. » Bon, alors prochaine présentation du prochain investisseur, c'est imagé, hein, mais on présente, c'est vert. Mais là, il fait « Ah non, bah non, les vélos verts, non. » Et c'est comme ça. Et tu te prends des rejets, jusqu'au moment où, en fait, on a été hyper découragés. On était là, genre, bon, bah, on va jamais y arriver, quoi. Tant pis. Et c'est là où on a réfléchi, et on était là, mais pourquoi on ne demande pas à nos clients ? On était là, mais au fait, au lieu d'essayer de justifier ton business model à des gens qui ne comprennent pas et qui visiblement ne sont pas vraiment intéressés, pourquoi est-ce qu'on ne va pas parler aux gens qui nous aiment ? Et là, en une semaine, on avait levé. Ok. Donc vraiment les clients… Mais ça prend une certaine humilité. Parce que bonjour, je peux vous inviter à prendre un café, vous voulez pas me tenir 1 million? mais après, on a eu énormément de chance parce que nos investisseurs, déjà, ils sont basés en Suisse, donc ils comprennent notre problématique par rapport à un investisseur qui serait étranger, qui eux aussi ont des family business, donc ils ont compris aussi ce que c'est que la croissance pas trop rapide. Donc on a tout ça pour dire on a eu beaucoup de chance. Mais après, tu as le reporting tous les mois. Si tu fais pas, tu commences à douter. Et puis aussi la culpabilité de te dire que tu dépenses tout d'un coup de l'argent et puis que tu le perds. Enfin, il faut dormir la nuit. Ouais, donc c'est compliqué. Je pense que malheureusement, c'est inévitable. Ouais. Et encore récemment, on a eu un financement de la Fongite avec la Fondation Modus. Et j'étais là, my God, 5 ans plus tard, je recommence, quoi. Enfin, tu repasses devant un comité de 15 personnes qui vont te dire si t'es bien ou pas. Et toi, ça fait 5 ans que tu rames, et puis ça marche plus ou moins, tu vois. Mais et j'ai beaucoup de respect, ils ont complètement raison, ils amènent une autre analyse, et ils me forcent à être meilleur, etc. Mais c'est chaud, quoi. Ouais, donc c'est quelque chose que à partir du moment où ça commence, où c'est tout le temps un espèce de petit poids sur ton épaule, finalement. Ouais. C'est comme si là, tout d'un coup, on te dit, je te fais un assessment sur ta carrière, et puis en fait, tu peux tout perdre. Ouais. Non, mais c'est ça, voilà. C'est littéralement quoi. Ouais. Puis il n'y a pas de retour, quoi. Tu te rates. Ok, donc ça c'est ton expérience. Et David, si tu devais, alors voilà, j'arrive, ma start-up, si tu devais m'étaler mes options, on va dire, me les présenter, voilà, quelles sont un peu les options? Par où on commence? Est-ce que je vais tout de suite voir la banque ou comment ça se passe? Alors non, non, parce que les banques ne prêtent pas dans la phase de création d'entreprise. Il faut savoir que les banques, elles prêtent l'argent de leurs épargnants, donc elles ont une vision, en tout cas en Suisse, très prudentielle où elles mettent de l'argent. Donc non, nous on a remarqué, c'est 80% des montants pour créer les boîtes, c'est avant tout de l'argent personnel. Là, on l'a vu, c'était le cas. C'est soit un job à côté, soit c'est un mari, une femme qui peut subvenir aux besoins de la famille pendant X temps, parce que le temps, c'est aussi de l'argent. Donc, vraiment, c'est la source principale de financement, c'est les 4 F, on dit les Friends, Family, Fools and Founders. Donc, c'est vraiment les amis, la famille, les fondateurs. Ça, c'est la première étape. Et puis après, avant les années 2000, avant l'éclatement de la bulle, on pouvait faire un business plan, lever des millions sur la base d'un morceau de papier. Maintenant, il faut des clients. Donc en fait, les investisseurs n'investissent dans des boîtes et ne donnent de l'argent que s'il y a déjà des clients, s'il y a une preuve de marché. Et du coup, ça a tout changé. Donc nous, on conseille toujours de ne pas aller chercher de l'argent. Au début, c'est ça. Il faut faire au maximum. Donc tu fais ton prototype. Le prototype. Et de nouveau, avec son argent à soi, vous avez eu un financement rapidement. Il y a beaucoup d'entreprises qui, les 4-5 premières années, ne peuvent pas prétendre à avoir des investissements. Et puis après, il y a les business angels. Il y a des fonds étatiques qui peuvent aider. Et là, il y a des crédits bancaires qui peuvent venir pour de l'équipement, des choses comme ça. Mais ça vient plus tard. Avant tout, c'est son argent. Et puis, de nouveau, l'argent le plus facile à trouver, c'est celui dont on n'a pas besoin. Donc, avant tout, on conseille d'être
économe et puis de faire des prototypages rapides. Et puis, la meilleure façon de se financer, ce sont les clients. Non seulement les clients qui peuvent devenir investisseurs, il y a le crowd investing maintenant qui commence à fonctionner de plus en plus, où on fait appel à ces clients, mais encore faut-il en avoir. Mais c'est aussi les clients qui payent en avance, qui font confiance, c'est ce genre de choses-là. Donc, malheureusement, dans le financement, il n'y a pas de miracle, c'est lourd, c'est long, ça prend du temps, et oui, ça fait peser un poids supplémentaire sur les épaules de la personne qui crée l'entreprise, qui n'est pas toujours facile à gérer. Mais moi, j'aurais presque envie de dire, je garde mon job à 50% et puis, non? Ouais, nous, ce qui est intéressant, ça c'est toujours une anecdote qui m'a marquée, quelqu'un me l'avait dit, et c'est vrai, tant que tu n'as pas sauté, tu ne feras jamais à 100%. Et une fois qu'on avait les deux sautés, qu'on n'avait rien, je crois que c'était le mois d'avril, genre il y a 5 ans, des choses comme ça. Et là, on n'avait pas nos chiffres. Et je vous promets que j'ai fait ce que je pense que j'aurais jamais fait. J'ai pris mon carnet d'adresse et j'ai appelé. Aucune humilité. Tu sais, tous les gens que tu n'avais pas envie de parler, là, tu n'as plus d'ego. Tu es là genre, vous voulez pas un vélo, je vous fais le deal du siècle et tout. Et je pense qu'on a vendu 12 vélos en 3 heures. Juste parce que, mais ça, jamais de ma vie je l'aurais fait si j'avais le choix d'un salaire, tu vois. J'aurais dit, oh, c'est pas grave. Ok, donc faut trouver le bon milieu. Tu découvres des super pouvoirs que tu savais pas que tu avais, tu vois. Et ça, c'est juste dans l'adversité totale que ça se débloque. Et nous, on dit souvent dans les conseils qu'on donne, c'est mon collègue qui avait écrit un article même là-dessus, le premier conseil qu'on donne, la chose à ne pas faire, c'est de démissionner. Et puis à la fin, au bout d'un temps relativement court, le conseil qu'on donne, c'est il faut démissionner. Donc en fait, il faut trouver ce moment où, tout au début, on peut garder son job quand on n'est pas sûr qu'il y ait un marché. Mais au bout d'un moment, assez vite, il faut, comme on dit, brûler ses vaisseaux et puis dire on met toutes nos chances de notre côté, on met du temps. Il faut y aller, quoi. Et on est dedans, sinon on joue un peu. On a beaucoup d'entrepreneurs qui arrêtent aussi parce qu'ils n'ont jamais été à fond. Je ne les juge pas, c'est très compliqué de faire ce choix. Mais du coup, il y a cette frustration de dire et si j'avais tout donné, est-ce que ça aurait pu marcher ou pas? Donc c'est pas simple. On va aller pour répondre à cette question ou pas, donc ok, ça marche. Puis les premières années, peut-être toi David pour commencer, quelles seraient les erreurs à ne pas commettre, on va dire, les quelques premières années? Alors, on a parlé de lâcher son job, pas lâcher son job et tout ça, mais d'autres choses qu'il ne faudrait peut-être pas faire trop vite. De nouveau, on l'a déjà dit, mais tomber amoureux de son idée trop vite et puis ne pas être à l'écoute. En fait, un entrepreneur, c'est un profil très particulier parce qu'il faut être sûr de soi, donc manquer d'humilité, clairement être sûr que son idée, et puis qu'on a une vraie solution, et puis il faut avoir beaucoup d'humilité parce qu'il faut être capable d'écouter son marché, de changer, d'admettre qu'on a fait faux, d'accepter de ses erreurs, d'apprendre de ça. Donc c'est toujours une balance qui est assez compliquée. Et puis pour nous, une bonne entrepreneuse, c'est quelqu'un qui écoute son marché, qui s'adapte, mais qui peut aller de l'avant, et puis qui sait s'entourer aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire seul. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui sont seuls, et c'est pas simple. Il y a tellement de jobs à faire qu'il faut savoir s'entourer. Et puis un autre conseil, c'est pas le cas de Maïlou là, mais c'est de savoir dire stop aussi. C'est un conseil qu'on donne, c'est d'avoir la capacité de se rendre compte si on va dans la mauvaise direction. Ok. Ça, c'est des choses, c'est tout bête, mais le principal, c'est savoir écouter ses clients. D'accord, c'est là. Puis d'accepter que le client a plus raison que soi. D'accord. Et qu'au bout d'un moment, quand on se rend compte que le client se trompe tout le temps parce qu'il aime la mauvaise couleur, c'est peut-être pas le client. Finalement, le vert. Ouais, c'est ça. On revient en vert. On revient en vert, vraiment. Les le vert. Et toi, Anna, du coup, dans les premières années que vous avez passées, est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites ou que vous avez peut-être évité de justesse que tu pourrais partager avec nous? Oui, alors au fait, honnêtement, je pense qu'on a fait pas tout faux, mais oui, on fait que des erreurs. On fait des erreurs au niveau du produit, on fait des erreurs au niveau de ses employés, on fait des erreurs. On a fait plein de mauvais choix. Et je pense que ce qui est super important, c'est d'arriver à ne pas en faire trop ou que les erreurs que tu fasses ne te coûtent pas ton entreprise. Et ça, c'est une chose, mais alléluia, heureusement, on ne s'est pas trop mal débrouillé, c'est qu'on a toujours pu
Et c'est pour ça qu'on a lancé en petite quantité. On a toujours pu arriver à faire pile juste le petit virage, qui fait qu'on a réussi à sauver un peu le coup et qu'en fait, ça s'est pratiquement pas vu. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, au fait, nous, on est assez humble dans le sens où notre produit, il est ce qu'on a fait en écoutant les gens, etc. Mais c'est surtout, je pense, la croyance qu'on peut le faire. Je ne sais pas si tu vois la différence. Ce n'est pas la croyance dans le produit, c'est la croyance dans notre capacité de répondre à ce besoin. Donc quand la personne, elle nous dit « oui, au fait, j'aimerais bien avoir ça », tu es là, non mais au fait, oui, ok, j'ai entendu et puis je vais le faire pour toi. Et puis c'est pas grave si c'est pas exactement ce que j'ai là aujourd'hui, mais et c'est ça qui nous a vraiment, je pense, sauvés de toutes les erreurs qu'on a faites, c'est qu'à la fin, les gens qui sont venus chez nous, ils ont cru à notre cause et à comment est-ce qu'on répondait à ce besoin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, honnêtement, qui ont été super tolérants et qui sont un peu rentrés dans la sphère Milo en tant que client parce qu'ils aimaient la manière dont on répondait à quelque chose. Et ça, c'est un peu, voilà, c'est ma réponse à cette question. Mais là, on vient aussi à l'importance du service client et puis de la confiance qu'on crée avec un client. Et en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important d'avoir ce respect-là du client, de l'écouter, parce qu'il voit cette sincérité, puis il pardonne beaucoup d'erreurs de jeunesse, même en Suisse, où on s'attend à un produit qui marche bien. Non, mais parce qu'on faisait, tu faisais référence à ça. Mais de dire, et ça fait plaisir dans cette période où beaucoup est automatisé et tout, où la relation humaine, elle garde son importance. Et pour les startups, c'est d'autant plus important d'avoir des contacts réguliers, parce qu'il y a un lien de confiance qui se fait, puis oui, on accepte, et puis on peut s'excuser si ça ne marche pas, et puis les gens, ils acceptent, puis ça marche. Oui, mais aussi au début, c'est pour ça qu'on a été assez connus à une certaine époque, parce qu'en fait, on faisait des vélos sur mesure, parce qu'en fait, on se rendait compte que le vélo qu'on proposait ne répondait pas aux besoins immédiatement, mais répondait à 80% du besoin. Et on a commencé à dire, OK, est-ce que vous êtes d'accord d'attendre un petit peu? Et tac, 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 on a commencé vraiment à se diversifier. Puis après, quand on a vu, après c'est le long tail, que OK, 80% des ventes, elles étaient vraiment comme ça, on a sorti la fin, et puis maintenant, on a lancé des gammes. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément sur un produit en tant que tel, c'est juste te dire, OK, je suis capable, tu me fais confiance, je vais répondre. Et puis, en effet, je vais être là au niveau service après-vente, comme ça, je vais pas te pondre un truc et te lâcher. Mais si on y va ensemble, OK, allez, let's do it. Et, il y a un petit côté presque partenariat, finalement. Okay. Mais c'est pour ça que nos clients, ils adorent, ils sont super fiers de leur vélo, parce que c'est presque unique, quoi. Et oui, puis ils ont participé, finalement, au truc. Ouais. Donc, en gros, on va se planter, c'est sûr. Il ne faut pas trop se planter, essayer d'être malin. Il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Pas tous les œufs dans le même panier. Et puis, voilà, la sincérité, la transparence, finalement, il y a une sorte de proximité aussi dans votre cas, qui fait qu'on peut gagner la confiance des personnes. Et faire en sorte vraiment de faire des erreurs qui ne coûtent pas trop. Ouais. Est-ce qu'on va en faire? Ouais. Et c'est pour ça que de commencer avec trop de moyens, c'est aussi un risque. Beaucoup d'entrepreneurs qui commencent commencent avec beaucoup, parce que les premières décisions qu'on prend, souvent, elles sont pas bonnes. Ouais, elles coûtent. Et plus on a d'argent, plus ces erreurs-là vont coûter de l'argent. Donc c'est intéressant. Non, mais c'est un fait. Et c'est normal. On ne sait pas, on est apprenti entrepreneur, et puis même ceux qui entreprennent à répétition, il y a encore des nouvelles erreurs. C'est un nouveau marché, un nouveau sujet, exactement. Donc forcément, ok. Donc on va beaucoup se planter dans ça, on a dit beaucoup faire d'erreurs, beaucoup se planter, ce sera le mot-clé du jour. Non, mais du coup, et se relever et apprendre, et c'est ça, c'est de savoir que tu peux apprendre de ça, puis que tu continues. Et du coup, donc on a passé la phase où on se plante beaucoup. Puis au bout d'un moment, on se plante un peu moins, et puis on se dit, c'est le moment de croître. C'est un petit peu là que vous êtes maintenant. Du coup, comment on fait? On se développe en Suisse, on va à l'international, c'est parti, on envoie nos vélos je ne sais où. Ou comment on aborde la chose de la croissance? Est-ce qu'on est toujours accompagné par Genilem? Pendant très longtemps, j'ai pensé que le plus dur, c'était de créer son produit et puis de se dire, OK, finalement, j'ai un produit que les gens veulent acheter. Mais là, on entre dans une nouvelle phase qui, personnellement, je trouve encore plus difficile, qui est la croissance. Parce que jusqu'à maintenant, au fait, même si on a grandi un peu trop vite et qu'on est devenu plus smart, je contrôle quand même un peu ce qui est je pense, des autres erreurs que je n'ai pas mentionnées, c'est de vouloir tout contrôler. Grosse erreur. Bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, j'arrive à rattraper un peu par-ci, rattraper un peu par-là. Ça va quand tu as 3 magasins et puis 5 employés. Mais quand tu veux vraiment commencer à dire, OK, demain, j'ouvre 20 magasins et que j'ai besoin que tout le monde, mais les gens, ils ne peuvent plus lire ma pensée parce qu'ils ne me connaissent pas,
là, c'est un vrai problème. Et c'est un travail qu'on a commencé l'été passé, donc ça va presque faire 1 an. Et au fait, c'est comme si, tu vois, la pancine dans Harry Potter, il fait puis il prend la petite pensée. On est en train de faire ça avec Daniel et moi, de sortir toute notre tête et d'écrire des procédures, d'analyser. Est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce qu'on peut de prendre le meilleur de tous les magasins, de dire ok, voilà ça, le meilleur de tous les produits. Qu'est-ce qu'on garde pas? Qu'est-ce qu'on tue? Qu'est-ce qu'on arrête de faire? Qu'est-ce qu'on continue de faire? Comment? Ça prend un temps et c'est une horreur en tant qu'entrepreneur parce qu'on est tellement speed dans tout que pour nous les process on déteste. Mais au fait là maintenant on est en phase de création de process qui va définir finalement presque le business model de l'entreprise parce qu'en fait au début accompagner cette croissance quoi. Voilà. Et je dis toujours, c'est comme on a gardé les murs de la maison, on a juste gardé les murs, on casse tout le reste, et là on est en train de refaire les fondations parce que si tu veux créer un gratte-ciel, il faut que les fondations soient vachement fortes. Et aujourd'hui, elles n'étaient pas assez fortes, mais bon, on est jeune, tu vois, donc on ne pouvait pas le faire. Et puis si on fait trop de fondations, on tombe dans la problématique où tu prends trop longtemps pour lancer ton produit. Donc c'est un peu ce... Donc maintenant vous êtes dans cette phase... Donc là maintenant on est là, ok, je pense qu'on a le business model, je pense qu'on sait exactement comment ça marche, maintenant il faut grandir. Et ça... Et du coup, Genilem, est-ce que vous les accompagnez toujours? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous dites, ok, vole de tes propres ailes, ou bien va au prochain... Alors, c'est pas vraiment nous qui décidons, parce que nous, l'accompagnement que l'on offre sur sélection, c'est 3 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment souvent les 3 premières années. Donc, Maïlou, là, est passé en alumni de Genilem. Donc, ils ont quitté l'accompagnement. Et puis, en 3 ans, souvent, on se dit qu'en 3 ans, on va déjà être 150 personnes parce qu'on voit des histoires à droite à gauche. Non, en 3 ans, ça passe très vite. On a le temps de faire quelques itérations. Et il y a des entreprises qui sont aux portes. Alors, en plus, Maïlou a déjà bien cru, c'est une jolie croissance. Et il y en a qui quittent l'accompagnement avec 2 employés. Et puis c'est très bien. Et puis ils engageront quelques personnes après. Et puis c'est une croissance qui peut venir plus tard. Mais effectivement, ce qui est dit et ce qui est juste, c'est que la croissance, c'est encore une autre étape où il y a d'autres besoins. Ouais. Et c'est très exigeant souvent en capitaux financiers, en suivi, en compétences. De 0 à 10, on peut tout partager avec tout le monde. Puis après, de 10 à 50, c'est autre chose. Puis dès 50, il faut mettre en place des procédures, des processus, et tout change. L'entrepreneuriat, c'est merveilleux, mais c'est exigeant. Ça ne s'arrête jamais. Puis aussi, l'entrepreneur, je trouve, nous, on arrive en tant qu'entrepreneur avec un background et une force. C'est rare que tu aies un entrepreneur qui soit bon dans tout. Et souvent, tu utilises ta force pour créer l'entreprise. Donc, par exemple, moi, j'étais forte en marketing, c'est pour ça qu'on était on est hyper fort en marketing, mais on est nul dans beaucoup d'autres choses. Et au fait, quand tu grandis, t'es pas forcément aussi personnellement bon pour toutes les phases. Oui, il faut trouver les bonnes personnes. Et en fait, c'est ça qui est hyper compliqué, je trouve, d'arriver à te dire, moi, en fait, je suis un entrepreneur du début, puis je vais me faire accompagner, je vais peut-être engager un CEO, parce qu'en fait, je sais pas gérer une boîte. Tu vois, il faut arriver à se connaître, et puis se dire, en fait, c'est pas grave, c'est parce que la vie, on peut pas être tout. Par contre, il faut être soi-même parce que quand tu arrives à faire quelque chose. Oh, ça, c'est un joli message. Oui, mais en fait, tu arrives à cette conclusion parce que sinon, tu rates, en fait. Très bien. Du coup, pour résumer un petit peu tout ça, on fait toujours une petite boîte à outils à la fin. Normalement, c'est la boîte à outils de la PME. Là, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est la boîte à outils de la start-up plutôt, ou du start-upper, de la start-upeuse, de l'entrepreneur. Du coup, alors, je dirais que le premier point, c'est profiter d'offres d'accompagnement finalement, parce que ce qu'on voit, c'est que tu peux amener une grande expérience, beaucoup d'input, enfin les consultants de Genilem plus globalement. Donc, vraiment penser à ça, puis pas y aller tout seul dans son coin. Ensuite, trouver ses premiers clients, trouver le problème auquel on répond, trouver ses premiers clients, vite leur proposer quelque chose et puis pas passer des années à faire le produit parfait. Et puis bien s'entourer, c'était ça, hein, tu as parlé plusieurs fois de ton associé, les premiers employés, peut-être les personnes qui vont investir au début, qui sont hyper importants parce que c'est une période, je crois qu'on l'a compris, qui est assez riche en apprentissage, en erreurs. Et puis voilà. Est-ce que c'est bien résumé pour vous? Bien, vous ajouterez quelque chose? Non, c'est parfait, oui, profitez, c'est pas pour faire de la pub, hein, nos services sont offerts, mais Genilem est là pour aider les entrepreneuses et les entrepreneurs qui se lancent, donc qu'ils aillent sur le site. Puis aussi les PME qui veulent
revoir, comme tu as dit, hein, des nouvelles types de gouvernance, des choses comme ça. Donc, ne pas oublier que ce n'est pas que parce qu'on va arriver avec le nouveau, Absolument. Le nouveau produit Pas de nouveau technologique. Google, non. On laisse ça aux autres, c'est bien, mais voilà. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux et à bientôt pour un prochain épisode de Tipeee Talks.